Je suis la première à être rentrée dans cette grande cour où il y avait 500 détenus. Et il n'y a que 3 agents pénitentiaires. Donc j'avoue que j'ai un petit peu mis le pied devant. Et puis je me suis rendu compte que j'étais la seule nana. Et j'avais jamais eu ça de ma vie. La zone d'écoute. Le podcast de Médecins sans frontières. Bérengère Gué, prisonnier de la faim. Il y a 6 semaines, je suis partie à Madagascar, puisque c'est un pays dont je suis les interventions depuis le mois de janvier. Donc on intervient en ce moment dans le grand sud de Madagascar suite à une situation de crise nutritionnelle extrêmement sévère cette année. Je suis partie dans le contexte pour justement visiter un petit peu les activités, essayer de discuter avec aussi les autorités au niveau régional, au niveau national, de voir un petit peu quels étaient les challenges. C'est un pays dans lequel je m'étais jamais rendue et on n'avait pas d'intervention MSF depuis quelques années dans ce pays-là. Bon, bien sûr, c'est un pays qui est magnifique. Donc, je me suis retrouvée dans le sud avec mes collègues. J'ai pu partir sur les différents sites d'activités qu'on avait ouverts. Donc, nous, on fait de la prise en charge de la malnutrition. Et c'est bizarre à dire, mais j'adore les projets de malnutrition parce que je trouve que c'est la base, en fait, de se dire qu'aujourd'hui, il y a de la faim dans le monde, il y a des centaines de milliers de gamins qui meurent de malnutrition chaque année. Enfin, c'est terrible quand on sait que la production de nourriture au niveau mondial, elle pourrait nourrir plus de 12 milliards de personnes, qu'on en est 2 fois moins et qu'au XXIe siècle, on est capable d'aller sur Mars, mais par contre, les gamins, ils meurent de faim. C'est un rapport sur ces projets, moi, que je trouve très fort. Ce sont des gamins qui sont complètement sonnés et quand on voit quand ils vont mieux, qu'ils commencent à rigoler, quand ils sont sur pied, c'est génial, quoi. Donc, c'est aussi des missions pour lesquelles on voit un impact assez rapidement de nos interventions, ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les opérations. Et je trouve que cet impact, il fait du bien. Il y a vraiment un facteur de réchauffement climatique qui aggrave, même si c'est pas que le réchauffement climatique, c'est clair, qui a engendré cette crise, parce que c'est toujours multifactoriel, c'est politique, c'est l'éducation, c'est l'accès à la santé, c'est la situation des femmes dans la société. Donc il y a toute une multitude de choses qui font qu'on en arrive à des situations comme celle-là. Du coup, il y avait un contraste entre ce côté génial d'intervention, de monter des projets, de rapidement prendre en charge la malnutrition, de distribuer de la bouffe, parce que on le fait assez rarement, ça aussi, de Médecins sans frontières, de distribuer de la nourriture. Et là, en fait, je veux dire, on n'avait pas le choix. Je veux dire, il n'y a pas de disponibilité alimentaire. Donc, si on ne donne pas de bouffe, nos gamins, ils ne vont pas prendre du poids. Moi, quand je suis arrivée, c'était les premiers jours de distribution alimentaire et de voir les gens qui repartent avec leurs 66 kilos de farine, d'huile, de riz et de se dire que au moins... Voilà, ils ont ça pour quelques mois et ils vont pouvoir enfin souffler un peu parce qu'avant ça, ils essaient de trouver des racines, des choses, mais je savais même pas ce que c'était. Je pense qu'ils avaient des cactus, des bouts de cactus dans des seaux, mais voilà, ils se nourrissent de choses, mais qui sont, je sais pas, innommables. Il y a par contre une scène où là, c'était vraiment extrêmement difficile. On a reçu en fait un jour un monsieur qui est venu nous voir au bureau, qui est en fait le directeur de l'administration pénitentiaire dans la région où on se trouvait, et qui nous a raconté un petit peu ce qui se passait dans la prison dont il a la charge. Donc on s'y est rendu à 3 avec 2 de mes collègues. Et donc quand on est arrivé, moi j'avoue qu'au début, je suis la première à être rentrée dans cette grande cour où il y avait 500 détenus. Et il n'y a que 3 agents pénitentiaires pour 500 détenus. Donc j'avoue que j'ai un petit peu mis le pied devant, et puis je me suis rendu compte que j'étais la seule nana, et je savais pas vraiment pourquoi tous ces gens étaient là. Il y a quand même des gens qui étaient condamnés pour meurtre, des choses comme ça. Il y avait 500 détenus qui étaient accroupis par terre, parce que voilà, ils étaient prévenus qu'on allait visiter, donc l'administration leur avait dit, vous mettez dans cette position, vous asseyez par terre, etc. C'est une prison qui, à l'origine, apparemment était destinée pour 80-90 prisonniers, ils sont 500, Donc je vous laisse imaginer un petit peu l'état de la situation. Il y a 3 pièces où ils s'entassent tous. Il y a une pièce, ils dorment à 350 dans la même pièce. Une pièce qui fait peut-être, 60 mètres carrés. Donc c'est l'enfer, quoi, absolu. Et c'est quand même pas mal de jeunes. Et beaucoup, en fait, ils nous rapportent avoir commis des vols,
Donc ça va de vol de bétail, ça c'est couramment le cas dans le Grand Sud de Madagascar, à vol d'une paire de draps, de vol d'un sac de riz, parce qu'ils ont faim. Et donc, parce qu'ils meurent de faim dehors, ils meurent de faim en prison. Donc, quand on est arrivé, en fait, il y avait... c'était horrible, j'avais jamais vu ça de ma vie. Des corps, mais complètement délabrés. Des jeunes hommes qui nous disent, pour certains, être arrivés en bonne santé. Et bien sûr, j'imagine que c'était le cas. Et qui, là, en fait, sont en état de malnutrition super avancé. La prison, ils avaient appris à faire les mesures anthropométriques, donc ce qui consistait à prendre le poids par rapport à la taille, pour justement vérifier l'état nutritionnel de la population carcérale. Sur la majorité des prisonniers, ils ont un indice de masse corporelle qui est vraiment en dessous de la normale. Donc c'est la normale, on dit que c'est 16 dans les standards. Mais la majorité, ils font 30, 35, 36 kilos. Ils ont beaucoup d'œdème au niveau des membres inférieurs, donc ce qui montre qu'ils sont vraiment dans un état de malnutrition avancé. Il y en a beaucoup qui ont de la tuberculose, il y a eu une épidémie de Covid aussi dans cette prison. Et en fait, les gens n'ont pas accès aux soins parce que même, je veux dire, les droits fondamentaux, ils sont pas là. Ils n'ont pas d'endroit pour faire leurs besoins la nuit. Ils n'ont pas accès aux soins parce que pour avoir accès aux soins, il faut donner un petit peu d'argent. Et en fait, la majorité ne reçoivent pas de visite parce qu'ils sont en prison et que à partir du moment où vous vous retrouvez en prison, la famille, elle vient plus vous voir parce que vous êtes le pestiféré de la famille, vous avez fait une connerie, donc c'est pas bien pour l'image de la famille. Donc ils peuvent pas payer pour leurs propres soins ou être transférés à l'hôpital, ce qui normalement, dans le système, dans la loi, devrait être le cas. Et donc en fait, ce qui se passe depuis le début de l'année, c'est que là, ils en sont à 25 décès, donc ça correspond à 1 décès par semaine, pour vous donner un peu une image. Donc franchement, c'est vraiment catastrophique. J'avais jamais travaillé dans une prison, en tout cas dans les contextes dans lesquels on travaille. Ils mangeaient, je crois, l'équivalent de 400 ou 500 kilocalories par jour, sachant qu'un homme en bonne santé, il en a besoin entre 2000 et 2500. Donc du coup, ils avaient 2 grammes de riz par jour, 300 grammes de manioc, et puis un tout petit filet d'huile, rien du tout, quoi. Donc ils ont faim et ils sont malades. Ça, c'est vraiment assez violent. Et en plus, dans la loi malgache, vous pouvez être incarcéré à partir de l'âge de 13 ans. Donc, il y avait une vingtaine de mineurs. Je crois que le plus jeune, il avait 14 ans. Bon, nous, du coup, rapidement, on a tout de suite, le soir même, on a discuté avec l'équipe. On a dit, on peut pas laisser ça comme ça. Après ce qu'on a vu, on peut pas ne rien dire. On peut pas ne rien faire. C'est inhumain. C'est vraiment pas possible. Donc, on a décidé d'injecter rapidement de la nourriture. On a fait une donation à la prison et on s'assure que les repas soient bien donnés pour tous les prisonniers. Et puis là, on a commencé une petite activité de prise en charge en urgence pour la nutrition, les cas de beriberi, des choses comme ça. C'est vraiment une situation qui est terrible et qui est assez malheureusement tristement connue, puisqu'il y avait déjà eu des associations de droits humains telles qu'Amnesty International qui avaient fait des reportages sur les prisons à Madagascar. Je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais je suis contente et je suis émue d'être encore émue. Parce que c'est vrai, quand vous avez passé 11 années quasiment que sur le terrain en mission, je dis pas quelque part qu'on est blindé. Il y a toujours des situations qui sortent de l'ordinaire et qui vont m'émeure plus que d'autres. On a une certaine forme d'habitude. Alors on s'habitue jamais à la violence, on s'habitue jamais à des situations où on a des décès, des choses comme ça. Mais quelque part, on est un peu, on se forge une espèce de carapace. Et puis c'est aussi important parce que si vous êtes à chaque fois effondré parce que vous avez du mal à travailler après derrière. Donc, il faut trouver un bon juste milieu. Dans le prochain épisode. On n'est pas dans un pays où il n'y a pas de nourriture. Il y a de la nourriture. Et pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas plus de moyens apportés par le gouvernement pour pouvoir provisionner les familles en nourriture ?